Nouveau numéro de l'échiquier international. Bonsoir et merci de nous retrouver sur Al24 News, toujours en direct pour un décryptage de l'actualité. Ce soir, je vous propose de revenir sur le contexte dans lequel interviennent les commémorations de la Nakba. An-Nakba, c'est ce mot en arabe qui correspond au désastre, à cette catastrophe vécue par les Palestiniens il y a de cela 75 ans lorsqu'ils ont été chassés de leurs terres. Des centaines de milliers d'entre eux ont été contraints par la force de quitter leur foyer. 75 ans après, les Nations Unies commémorent pour la première fois cette journée. Nous allons y revenir dans un instant et évoquer le contexte très tendu dans lequel interviennent ces commémorations dans un tout petit instant. Restez avec nous. Mais avant, actualité oblige, nous allons nous arrêter sur ce scrutin aux forts enjeux, les élections en Turquie qui ont abouti hier tard dans la soirée à un résultat peu surprenant, il faut l'avouer, avec ce duel Recep Tayyip Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, les deux favoris ont fini la soirée au coude à coude. Un suspense jusqu'au bout de la nuit qui finalement a ouvert la voie à un second tour inédit en Turquie. Nous allons en parler avec vous, Kamel Monsari. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, directeur de publication du quotidien Le Jeune Indépendant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons tenter donc de décrypter les chances de chaque candidat, mais d'abord, direction Istanbul pour retrouver notre envoyé spécial Kherdin Batash. Bonsoir Kherdin. Kherdin Batash, est-ce que vous m'entendez ? On va tenter donc de joindre Kherdin Batash dans un petit instant. Donc on va justement décrypter avec vous, Kamel Monsari, les chances de chaque candidat. On l'a vu, les deux candidats favoris étaient hier au coude à coude. Et on va dire cette course a ouvert la voie à un second tour. Oui, bien sûr, parce qu'à l'évidence, ce n'était pas possible pour l'un ou l'autre de trancher cette élection au premier tour. Donc, en dépit du fait que beaucoup d'analystes ou beaucoup de prévisions faisaient état d'une possible victoire de l'un ou de l'autre, c'est-à-dire l'opposition parlait d'une victoire de Kemal Kılıçdaroğlu au premier tour, d'autres y voyaient le maintien d'Erdogan à la tête du pays. Donc ces résultats ont démontré qu'il y a une nouveauté qui nous explique ce qui s'est réellement produit. Dans les fiefs où, généralement, par exemple, on prend, quand je dis fief, il s'agit des villes qui ont été, ou les provinces qui ont été déjà acquises en 2018 par Erdogan. Cette année-là, il les a perdues, notamment à Istanbul, à Adana et à Ankara. Donc c'est une surprise par rapport, parce que ce sont des régions à forte concentration démographique. Il y a plus d'électeurs, 11 millions d'électeurs à Istanbul. Donc tous ces électeurs-là ont favorisé, c'est vrai, légèrement Kılıçdaroğlu. Donc on voit un petit peu, il y a un changement disons-le, de réservoir électoral. Donc il a complètement bouleversé. Mais il y a une nouvelle donne qui a apparu, ce sont ces 5 millions d'électeurs de jeunes la majorité qui votait pour la première fois. Vous imaginez, un jeune né en 97, par exemple, durant les 20 dernières années, il n'a vu qu'Erdogan à la tête du pays. Donc, on a vu comment sur les réseaux sociaux, sur les applications la plus célèbre, Bing, en Turquie, il y a eu beaucoup d'informations et beaucoup de propagande en faveur de Kılıçdaroğlu. Donc, on voulait un changement, mais en même temps, il y avait un matraquage médiatique occidentale, bien évidemment, le pourtour des pays qui ceinturent la Turquie, notamment en Turquie, on a vu, en Grèce, on a vu la presse grecque qui était favorable à Kılıçdaroğlu parce que les partisans de Kılıçdaroğlu, il y en a beaucoup qui sont d'origine grecque ou crétoise. Donc on voit un petit peu que l'aspect ethnie, l'aspect religion, l'aspect région, comme ce qui s'est produit à Diyarbakır où
Erdogan a été largement battu par Kemal Kılıçdaroğlu avec 71% des voix. Donc, parce que c'est vrai qu'il y a eu un appel de Selahattin Demirtas en faveur de l'alliance dirigée par Öcalan et parce que déjà il y a une histoire entre les Kurdes et le régime d'Ankara. Donc à Diyarbakir a été perdu, s'est reversé en faveur de Kemal Kılıçdaroğlu. Donc on voit un petit peu ce qui a concrétisé ou ce qui a marqué cette élection et qu'il y a eu pour la première fois des élections sur la base religieuse parce que l'alliance dirigée par les 6 partis, il y a un parti religieux, sur l'ethnie, c'est-à-dire l'appartenance ethnique, soit azérie, comme c'est le cas au nord, ou les azéris, ou bien les Kurdes, ou bien vers ceux qui sont d'origine chrétienne. Tous ces facteurs ont fait, Kamel... Et en plus, il y a... excusez-moi, on fait qu'Erdogan soit mis en difficulté. J'aimerais revenir sur le second tour, qui est prévu justement le 28 mai. Qui a le plus de chances on voit sur les chiffres. On va y revenir puisqu'on m'indique que Kherdin Batash, notre envoyé spécial à Istanbul, est avec nous. Bonsoir Kherdin, vous êtes en direct depuis Istanbul. Alors la soirée, on l'a dit, fut longue hier dans l'attente des résultats partiels. On a constaté Erdogan a bien résisté face à son rival chef de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Comment ont été perçus ces résultats par les sympathisants des deux camps et les deux candidats sont-ils prêts à affronter donc le second tour? Bonsoir Alim, bonsoir à vos invités, bonsoir aux téléspectateurs d'Al24 News. Oui Alim, je vous ai entendu parler de scénario inédit. Oui, en effet, je confirme, c'est un scénario inédit, d'autant plus qu'on ne sait pas si c'est Erdogan qui a résisté ou s'il a bien concédé quand même une grosse marge en laissant ce premier tour filer en quelque sorte, rappelant quand même qu'il a concédé 3 grandes villes à son rival que sont Istanbul, justement où je me trouve, et où Erdogan a perdu un de ses principaux bastions électoraux. Il a également concédé Ankara, même si là aussi peut-être on s'attendait à un duel un peu plus serré. Il a concédé Izmir, alors Izmir ne lui était pas acquise, étant un des bastions de l'opposition. Sur le terrain, les choses se sont déroulées telles que les sondages l'annonçaient ici. À Istanbul, des sondages qui peut-être n'ont pas été pris trop au sérieux par les sympathisants et les partisans et du camp Erdogan et de l'AK Party parce que, étant dans la ville depuis quelques jours, j'ai moi-même été au contact des Stambouliotes pour leur demander ce qu'ils pensaient justement de ce scrutin électoral et le mot qui revenait ou le concept qui revenait le plus souvent était celui du changement recherché à cause principalement de cette crise économique qu'on a longuement évoquée. D'une part l'inflation, d'autre part cette monnaie, cette livre qui ne cesse de dégringoler. Alors les deux rivaux qui s'affrontaient hier doivent recommencer la campagne. Le deuxième tour est acté et c'est Tayyip Erdogan qui a pris les devants hier en s'exprimant en direct depuis Ankara pour tenter d'haranguer les foules et couper l'herbe sous le pied de son rival, comme on dit, avec une première déclaration. Il se dit confiant, il a essayé justement de conforter son camp en disant que la victoire pourrait être acquise au deuxième tour. Il a également dit que ce deuxième tour n'était autre chose qu'une preuve de plus du caractère démocratique de ces élections. Il a tout de même rappelé que Kılıçdaroğlu serait le candidat de l'étranger, qu'il serait soutenu par l'étranger, alors que lui représente le peuple turc, rappelant que la lecture de la cartographie électorale que nous avons fait état justement de wilaya, comme on dit, ou de régions perdues sur les frontières, d'où également ce dossier géopolitique qui justement a concerné beaucoup les Turcs et ce dossier de réfugiés syriens qui revient à chaque fois et qui peut-être a également coûté des points précieux à Erdogan dans ce
premier tour des élections. Eh bien, merci Kherdine Batache pour toutes ces informations que vous nous donnez ce soir. Kamal Mansari, justement, j'aimerais revenir sur ce point. Est-ce que Kilic Daroglu pourra justement couper l'herbe sous Tayyip Erdogan, qu'on disait affaibli, usé par le pouvoir? D'abord, il faudrait rappeler que 80% de taux de participation, c'est un chiffre énorme. Donc, il y a 80% des électeurs qui sont déjà exprimés. Donc, on ne va pas s'attendre à ce qu'il y ait une forte mobilisation si on tient compte de ces 80%. Autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que Sinan Ogan a joué au trouble fait. Donc, c'est lui qui va marchander ses voix. C'est lui qui a été, en quelque sorte, la raison pour laquelle Erdogan a reculé dans les villes qui auraient dû lui être acquises. Parce que, si on va chercher de quelle tendance politique est proche Sinan Ogan, il est plutôt proche du camp Erdogan du moment qu'il est. C'est vrai que Erdogan, c'est le centre droit et lui, il est à l'extrême droite et il a aussi un problème avec les Kurdes qui font partie de l'alliance dirigée Leurs consignes de vote vont-ils peser sur le second tour? Absolument, ça se passe comme ça dans les élections. Il y a un report des votes, il y a des consignes de vote. On va voir pour qui. Hier, la première déclaration de Sinan Ogan était de dire que je ne donnerai pas mes voix à une alliance dans laquelle se trouve un parti kurde. Voici sa condition. Donc ça s'explique quoi? Ça veut dire que mathématiquement, il écarte une possible alliance ou bien un possible reversement des voix vers le clan de Kiliçdaroğlu. Donc il y a probablement que les militants ou bien les partisans de Sinan Ogan auront soit, parce qu'il faut marchander, donc il ne faut pas être naïf, donc dans ce genre de circonstances, quelqu'un qui peut jouer à l'arbitre, il va négocier, tout le monde va essayer de l'adouber, le courtiser pour qu'il puisse vendre ses voix. Sur le plan parlementaire, déjà c'est tranché puisque l'avance est au camp d'Erdogan, l'alliance dirigée par Erdogan. Oui. Il reste maintenant de trancher sur la présidentielle. Les prochains jours vont être déterminants. Mais celui qui a l'avantage aujourd'hui, c'est bien Erdogan et non pas Kılıçdaroğlu, du moment qu'il a besoin de 6%, au moins 6%, pour pouvoir passer au deuxième tour. Soit il va y avoir, je ne pense pas qu'il y aurait un changement de voix, probablement les 10%, on ne sait pas, ça n'a jamais été dans l'histoire, 100% de taux de participation. Aujourd'hui, il y a eu 26 millions de voix Erdogan a remporté la présidentielle avec une marge de 200 000 voix, il ne faut pas l'oublier, 200 000 voix seulement. Donc ça va se jouer, c'est le camp Sinan Ogan qui va faire basculer les élections, l'issue de l'élection d'un côté comme de l'autre. Aussi, parce que le débat électoral, il va se jouer pas sur les acquis ou bien sur les difficultés économiques, mais comment consolider les chiffres actuels, sinon les augmenter. Donc, les 2 prochaines semaines, ça va être plutôt une campagne qui va se diriger contre l'un contre l'autre et non pas comme vendre son programme électoral, puisque la première partie a été justement consacrée à ce chapitre. Qu'est-ce qui va caractériser ce deuxième tour, les discours des 2 candidats? On va essayer de brasser soit les réticents, soit ceux qui avaient voté par sanction ou par refuge ou par vouloir changer. C'est vrai qu'il y a un climat, on a envie de changer, surtout dans les grandes villes. Il y a cette tendance de vouloir, d'exiger des changements, pas parce que Erdogan a failli, parce que c'est la réalité économique partout dans le monde, mais parce que... On va prôner la stabilité de la Turquie, ça c'est évident. Certes, mais il y a d'autres éléments qui ont joué. L'immigration, c'est vrai, les questions des réfugiés, l'implication de la Turquie dans les conflits dans la région, tout ça a joué. Mais si Erdogan perd, c'est-à-dire qu'il y a toute une reconfiguration, un repositionnement qui sera différent, parce que Kılıçdaroğlu prône un repli sur la Turque, sur soi, c'est-à-dire être plus turc
que s'occuper de l'intérieur que de l'extérieur. Oui. Et probablement beaucoup en Turquie ont envie qu'il y ait une sorte de cette démarche qui est prônée, c'est-à-dire prendre en charge les préoccupations locales au lieu des internationales, parce que c'est un discours, c'est un concept qui est partagé un petit peu partout dans le monde. On voit que beaucoup de chefs d'État ou de candidats à la présidentielle prennent ce genre de discours, c'est-à-dire la priorité aux citoyens du pays au détriment de l'étranger. Mais ça reste toujours un problème qui est toujours discutable. Mais je ne pense pas que cette question-là va trancher. Les 2 prochaines semaines jusqu'au 28, il y aura des négociations. Et qui c'est qui va réussir à gagner les partisans de Sinan Ogan? C'est lui qui va être le véritable bien qu'il ait patron. 5%. Non, ça va être tout se jouera avec lui. On va voir comment il va marchander. Il va y avoir beaucoup de déclarations de sa part pour dire de quel côté penchera ses militants vont pencher. Et c'est lui qui, certainement, avec les voix qu'il a obtenues, notamment à Istanbul, notamment à Adana, dans plusieurs villes, c'est-à-dire les 5-6% qui manquent à Erdogan, sont entre les mains de Sinan Ogan et c'est lui qui va être la clé de l'élection. On va continuer à parler de géopolitique de la Turquie. La Turquie, on le sait, est un acteur incontournable dans la région. On connaît la position du candidat et du président Erdogan vis-à-vis de la cause palestinienne, Kamal Mansari. Oui, Erdogan a toujours été, que ce soit au sein de l'ONU, dans la région, il a toujours s'est montré vraiment très critique, très sévère vis-à-vis de l'entité sioniste. On voit qu'il a toujours, dès qu'il a pris, on se rappelle l'épisode de Marmara, qui a vraiment contrarié, irrité le président turc à l'égard d'Israël, bien qu'il ne faut pas oublier que les 2 pays sont liés par une alliance stratégique signée en 1997. Quand je dis alliance stratégique, ça implique aussi la question de défense. Donc ça restera toujours une position politique, c'est-à-dire pro-palestinienne. Il a cette tendance à toujours défendre la question palestinienne, mais ce n'est pas une question proprement turque, c'est-à-dire que ce n'est pas la priorité en Turquie. D'autres questions aujourd'hui, la Turquie est impliquée en Syrie, elle est impliquée en Libye, donc ces questions-là s'imposent à elle. Bien sûr, la question palestinienne, il a toujours pris un discours vraiment, parfois, à la limite, audacieux à l'égard des représentants sionistes ou Israël. Il a même fait la politique de quitter la salle à cause des tendances ou bien des positions prises en faveur d'Israël par les Occidentaux. C'est ça la démarche. Donc c'est un petit peu une démarche cohérente. Elle reflète sa position politique et surtout la position de sa base. Alors cela nous permet d'enchaîner avec la deuxième thématique de ce numéro de l'échiquier international, les 75 ans de la Nekba, commémorés pour la première fois à l'ONU. Ce lundi, 90 pays sur 193 membres de l'ONU avaient voté en novembre dernier en faveur de la commémoration de la Nekba. C'est selon vous symbolique ou c'est une étape importante pour les Palestiniens? Tout ce qui concourt à faire vivre ou rappeler la question palestinienne est important surtout pour un peuple qui subit une répression depuis 1948. Donc la Nekba, c'est la traduction d'un désastre humanitaire, c'est un désastre d'une violation de la loi internationale, d'une spoliation d'un peuple. Donc par les moyens les plus brutals, par les moyens les plus abjects, on voit le seul pays au monde, le seul peuple au monde qui vit l'apartheid. Donc, la commémoration. D'ailleurs, on a entendu le discours aujourd'hui de Mahmoud Abbas qui disait qu'il fallait exclure Israël de l'ONU. Donc, ça reste toujours un geste politique. L'ONU et Israël avaient justement solennellement protesté via son ambassadeur en évoquant une campagne calomnieuse et l'ambassadeur qui a parlé d'événements antisémites. Écoutez, ça devient presque de l'emporte-pièce, c'est-à-dire on remplit les cases avec des phrases creuses qui existent depuis longtemps. C'est ça l'occupant. L'occupant ne reconnaît jamais ses crimes. Les États-Unis et la Grande-Bretagne n'ont pas participé à cet événement.
Bien sûr, parce qu'ils étaient derrière la création de l'État d'Israël, donc c'est eux qui l'ont planté dans la région, donc ils ne peuvent pas. Ça a commencé avec Balfour et bien avant. Donc on voit un petit peu donc cette position-là d'Israël, elle est risible. Faut être honnête sur le plan diplomatique et sur le plan de l'éthique, c'est presque insultant. Donc on ne peut pas aujourd'hui être colonisateur et clamer être victimes d'antisémites alors que les Palestiniens sont des sémites. Donc c'est vraiment hors propos et en plus ça n'a aucun sens. Et surtout je prouve que la diplomatie israélienne commence à devenir une diplomatie très très médiocre en termes de communication. Oui. Donc ça c'est d'un côté, de l'autre que l'ONU organise cet événement. C'est déjà pour rappeler au monde que c'est un problème qui doit être résolu. Il y a eu, certes, depuis 1991, des tentatives de résoudre ce problème, mais qui s'est heurté au refus d'Israël d'appliquer les résolutions de l'ONU. Mahmoud Abbas a parlé de plus d'une centaine de résolutions. Aucune n'a été appliquée par Israël. C'est un État voyou et qui a la complicité, parce que si Israël arrive à rejeter toutes les résolutions de l'ONU, c'est parce qu'il a trouvé des appuis qui lui permettent d'agir de la sorte. C'est-à-dire que les États-Unis sont prêts à aller immédiatement sanctionner la Russie, immédiatement envoyer des armes pour combattre la Russie dans sa guerre contre l'Ukraine. Ça, il n'y a aucun problème. On voit un petit peu le double standard. On doit la justice à double vitesse et à la politique de deux poids, deux mesures. Oui. Mais lorsqu'il s'agit d'Israël, le massacre continue. Encore, les massacres des Palestiniens n'est pas récent. Ce qu'on a vu récemment à Gaza, c'est une série de massacres qui a commencé à Deir Yassin depuis 1948. Avant de parler de Raza, Kamal Mansari, permettez-moi, est-ce que cette commémoration est un prémisse à une adhésion de l'État de Palestine au sein de l'ONU? Non, l'ONU est claire là-dessus, donc il faut être indépendant pour un peu. Ça a été le cas de l'Algérie, donc c'est un pays, pour accéder à l'ONU, il faut être indépendant, donc ce n'est pas encore le cas. Mais lorsqu'il y a eu la création des deux États, oui, la question ne se posera même pas. Donc, la Palestine va adhérer. Aujourd'hui, c'est un membre observateur de l'ONU. Oui. Déjà, il agit, comme c'est le cas du Sahara occidental. Donc, c'est un membre observateur au sein de l'ONU. Mais ça restera toujours, la question est primordiale. Donc, l'indépendance de la Palestine figure justement dans le plan de l'ONU parce que l'ONU fait partie du quartet international qui était chargé, quartet international, je veux dire l'ONU, l'Union européenne, la Russie et les États-Unis, qui étaient justement chargés de concrétiser la création de deux États distincts. Mais ça s'est heurté. Non, oui. Ça s'est heurté à la réticence et au refus américain d'abord, israélien non. George Bush, lorsqu'il était à la tête de la Maison-Blanche en 2005, il déclare aussi longtemps que je suis à la tête de l'administration américaine, il n'y aura pas deux États. C'est une déclaration officielle. Ouais. Donc on voit à quel point les États-Unis sont aussi un problème dans la question palestinienne. J'aimerais revenir brièvement parce qu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission sur Gaza, sur le contexte explosif dans lequel interviennent ces commémorations de la Nakba. Il y a actuellement une trêve qui est en vigueur, Kamal Mansari. C'est une trêve fragile, il y a eu tout le temps des trêves, mais les assassinats vont continuer. C'est un mode opératoire d'Israël, surtout le Mossad. Depuis l'assassinat, donc Israël a tué à Gaza, elle a tué en Cisjordanie, elle a tué en Jordanie, elle a tué au Liban, elle a tué à l'étranger, à Dubaï. Donc les militants palestiniens, il ne faut pas oublier, même en Europe, l'Algérien Ahmed Boudia aussi a été assassiné par le Mossad. Avec à travers, oui, il a été une voiture piégée. Donc, on a même eu un Algérien caissier qui a été tué par erreur par le Mossad, le prenant pour un militant palestinien. Donc, les assassinats vont continuer parce que c'était ça le chapitre. Ce qu'avait dénoncé Hassan Nasrallah en disant que Israël cible les dirigeants de la résistance, c'est pour justement démoraliser la résistance, pour que la base soit démoralisée en voyant que ses leaders sont assassinés. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, franchement, et encore, pour qu'on arrive à assassiner un peu partout dans le monde, on a besoin de complicité. Il n'y a aucun service de renseignement dans le monde qui peut entrer dans un pays, faire ce qu'il veut, sans complicité. D'ailleurs, c'est pour ça que l'assassinat de Khaled Meshaal a échoué en Jordanie, parce que les Jordaniens ont eu vent du plan d'assassinat. Donc c'est une trêve fragile, c'est une trêve fragile. Non, il y a eu tellement de trêves
Et parce que l'actuel gouvernement, ce qu'il avait déclaré, nous sommes là pour assassiner. Ça a été un langage, une phrase lancée par Ben Gvir lorsqu'il a dit c'est le moment d'assassiner les Palestiniens. Eh bien, merci Kamel Mensari pour cet éclairage. Voilà, on arrive à la fin de ce numéro de l'Échiquier international. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.